Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver donc pour le rendez-vous mensuel de la SAFER Occitanie, Parlons Foncier le Direct. Donc, je m'appelle Philippe Abran et j'ai le plaisir donc d'animer ce nouveau webinaire consacré ce mois-ci donc au changement climatique et à ses conséquences donc pour la viticulture régionale. Alors, on parle d'élévation de température, de diminution des précipitations, de sécheresse plus intense, plus récurrente, de décalage des biographies. Personne ne peut plus aujourd'hui donc le contester, le changement climatique est bien là et ses impacts de plus en plus visibles. Le défi est immense, les enjeux multiples pour la viticulture régionale qui, sur fond de crise, semblent encore plus que d'autres peut-être exposés aux conséquences donc, de ce réchauffement. Alors précisément, quelles sont ces conséquences? Quelles sont les solutions d'adaptation déjà identifiées et à venir pour essayer donc de préserver donc, la capacité de production et assurer donc, la pérennité de la viticulture en Occitanie. Alors, il faut rappeler aussi qu'en position de leader régional sur le marché des transactions viticoles, la SAFER Occitanie occupe une place privilégiée, tout à la fois pour mesurer les évolutions et les impacts sur le foncier viticole, pour accompagner la filière et ses acteurs dans leur mutation, mais aussi pour prendre sa part aux côtés des différentes parties prenantes, s'agissant de faire face donc, aux impacts de ce réchauffement, notamment donc, en matière d'aménagement du territoire. Donc, un ensemble de problématiques, de questionnements auxquels nous allons tenter d'apporter donc un éclairage avec nos deux intervenants du jour que j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite. Jean-Marc Pouzard, bonjour. Bonjour. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes directeur de recherche au sein de l'INRAE donc, de Montpellier, auteur notamment d'une thèse sur la transformation de la viticulture en Languedoc et plus récemment donc coéditeur d'un ouvrage intitulé Vignes, vins et changement climatique. Ravi de vous accueillir. Allez, un petit peu de publicité, mais on va reparler effectivement de votre ouvrage. Nicolas Poulalec, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes directeur départemental de la SAFER Occitanie dans le Tarn. Vous en êtes le référent viticulture au niveau régional. Je précise également à nos auditeurs que vous avez, durant une quinzaine d'années, occupé un poste de régisseur de domaine viticole. Donc, la question de la viticulture ne vous est pas, bien sûr, étrangère. Ravi de vous accueillir également. Je rappelle aux uns et aux autres que vous pouvez vous poser vos questions donc, tout au long de ce webinaire dans le chat, dans la fenêtre qui est située à droite de votre écran. On sélectionnera quelques questions en fin de webinaire et on les soumettra donc à nos intervenants. Jean-Marc Pouzard, donc je reviens vers vous. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche donc, à l'INRAE de Montpellier. Jean-Marc Pouzard, à dire d'expert, le volume de gaz à effet de serre qui a déjà été émis va conditionner de manière certaine le changement climatique d'ici à 2050. Autrement dit, j'ai envie de vous dire, pas d'autre solution d'ici là que de tenter de s'adapter et au-delà de tenter d'atténuer pour essayer donc d'atténuer nos émissions de gaz à effet de serre, la viticulture y compris, pour essayer d'éviter le pire. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que l'avenir est déjà tracé jusqu'en 2050 à peu près, parce qu'on a beaucoup d'inertie entre le moment où on émet des gaz à effet de serre et le moment où il reste dans l'atmosphère et provoque donc le réchauffement climatique et des modifications de pluviométrie, par exemple. Donc, toutes les émissions qu'on a eues sur les 30-40 dernières années vont se manifester pendant encore 30 ans par une augmentation de la température. Et tout se joue ensuite après 2050. Soit on est vraiment engagé dès aujourd'hui dans une réduction à l'échelle globale de la planète de nos émissions de gaz à effet de serre. Et à ce moment-là, dans 30 ans, on va stabiliser le climat, retrouver un nouvel équilibre. Soit on continue à émettre comme avant, c'est-à-dire business as usual. Et à ce moment-là, on continuera après 2050 à atteindre une augmentation de température plus proche de plus 5 degrés que de plus 2 degrés ou 1,5, entre 1,5 et 2 degrés, ce qui est visé par exemple les accords de la COP21. Donc, dès aujourd'hui, un double enjeu d'adaptation pour 2050 et d'atténuation au-delà. De toute façon, il faut s'adapter parce que jusqu'en 2050, on va continuer à avoir des augmentations de température, des modifications de pluviométrie, et puis des risques qui vont s'accroître un peu. Là, on est, par exemple, je sais pas, on est à l'échelle, on va dire, française, où on est autour de plus 1,8, 1,9 degrés en surface terrestre d'augmentation de température par rapport à la période industrielle. L'année dernière, on était à plus 2,2. Les deux, 2022 et 2023, ont été les années les plus chaudes jamais connues. Et on peut donc envisager encore plus 0,3, 4, 5 d'ici 2050. Donc, c'est des augmentations importantes. Mais encore une fois, à
à plus, alors quand je dis plus 1,5 ou plus 2 degrés au niveau global planétaire, ça inclut les surfaces maritimes, donc ça correspond à plus 2,2, 2,5, 2,7 surfaces terrestres en France. Si on stabilise avec cette augmentation de température, on peut encore faire de la viticulture de manière tout à fait rentable et intéressante dans la région. Avant d'aborder, donc, et on va beaucoup s'étendre sur le sujet, sur la question des leviers d'action en matière d'adaptation, un mot sur les effets et les conséquences du changement climatique en Occitanie. De quoi parle-t-on exactement? Alors, élévation des températures, vous venez de l'évoquer, mais c'est aussi donc, de la douceur hivernale avec un risque de gel printanier. C'est une diminution des précipitations et à d'autres moments un accroissement des phénomènes extrêmes. C'est des sécheresses plus intenses, plus récurrentes. C'est une accentuation du dessèchement des végétaux liés à la recrudescence des vents forts. Il y a 3 grandes dimensions dans le changement climatique qu'il faut avoir en tête à l'origine avant de raisonner les impacts sur la vigne et le vin. La première, c'est l'élévation de la température moyenne dont on vient de parler. La deuxième dimension, c'est les modifications de la pluviométrie avec, sur la zone méditerranéenne qui concerne l'essentiel de l'Occitanie, une tendance à la baisse qui est envisagée, alors qu'au contraire, sur le nord de l'Europe et même le nord de la France, on envisage plutôt une augmentation de la pluviométrie annuelle moyenne. La France est partagée entre ces deux influences, baisse de la pluviométrie au sud et augmentation au nord. On le voit un peu encore cette année ou l'année dernière. Mais alors, cette baisse de la pluviométrie moyenne, elle n'est pas non plus dramatique. C'est de l'ordre de moins 10, moins 15% en moyenne. Par contre, ça sera davantage l'été. Et par contre, ça pourra être des années avec beaucoup de variabilité. Et c'est ça le plus important, c'est la troisième dimension, après la température, la modification de la pluviométrie, la troisième dimension importante du changement climatique, c'est l'augmentation de la variabilité. C'est ça qui, finalement, progressivement, nous pose problème à tous, aux viticulteurs, aux chercheurs, aux citoyens. Augmentation de la variabilité, c'est parce qu'il y a plus d'énergie dans l'atmosphère, donc les masses d'air circulent davantage, etc. Et donc, on a plus d'événements extrêmes, chaleur, grêle, pluie torrentielle. Et on peut aussi avoir des séquences, des enchaînements de risques d'événements extrêmes qui sont inédits. Sur une même année, on peut avoir une succession de gel, de sécheresse, de vagues de chaleur, etc. Et puis, on a des années qui se ressemblent de moins en moins. Les Pyrénées-Orientales, ce qui est le plus inquiétant, si vous voulez, ce n'est pas le fait qu'on a eu une année à 300 mm du côté de Perpignan, par exemple, 250. C'est le fait d'avoir 2 années, c'est la première fois qu'on a 2 années qui se suivent avec ce niveau. Un mot sur la question de l'eau, vous venez quand même brièvement de l'évoquer. Bon, de manière un peu provocatrice, j'ai envie de dire que dans bien des territoires d'Occitanie, sans eau, pas d'agriculture possible. Est-ce que vous considérez que la pérennité même de la viticulture, au moins dans certains territoires d'Occitanie, est aujourd'hui menacée à plus ou moins court ou moyen terme? La vigne, elle va résister, même s'il n'y a pas beaucoup d'eau, elle résistera. La question, c'est faire de la vigne pour faire du raisin, pour faire du bon vin, quoi, et le vendre. C'est là où donc des conditions minimales de rendement, de qualité, etc. Donc, et c'est là où on est obligé de considérer terroir par terroir un petit peu comment ça se passe, distinguer les plaines, il y a déjà de l'irrigation, comment on peut évoluer, avancer, etc. Des zones qui pourraient être irrigables, mais on sait que c'est limité du fait de la ressource, du fait même du coût. Et puis, dans les zones d'altitude, on a des potentiels de développement de nouvelles plantations, et puis toutes les zones intermédiaires où il y a l'essentiel des appellations, des coteaux, des terrasses, des zones intermédiaires. Là, il y a énormément de potentiel encore, mais on voit bien que ce n'est pas forcément les mêmes sols, les mêmes types d'exposition. On a des sols avec des faibles profondeurs, de faibles réserves utiles en eau, qui vont avoir du mal à passer des caps de sécheresse importantes, alors que d'autres, sur des éboulis, sur des expositions différentes, peuvent tout à fait, y compris sans irrigation, continuer à faire de la vigne pour faire du bon vin. Donc tout ça va se jouer terroir par terroir. Il n'y a pas de règles universelles. Non. Nicolas Poulalec, merci Jean-Marc Pouzard pour ce premier éclairage. Nicolas Poulalec, donc je rappelle que vous êtes directeur départemental de la SAFER dans le Tarn, référent viticulture de la SAFER Occitanie. Toujours sur la question des conséquences et des conséquences directes pour le vignoble liées aux effets du changement climatique en Occitanie. Donc on a commencé à l'évoquer, probablement des rendements qui pourraient être drastiquement à la baisse dans certains terroirs. On parle aussi de modifications sensibles, aussi de la typicité des vins, de nouvelles problématiques sanitaires peut-être, et puis vers un bouleversement de la hiérarchie des terroirs viticoles, parce que tout ça risque de bouger avec les effets du changement climatique, et peut-être, donc je l'ai évoqué dans mon mot d'introduction, vers un décalage des biogéographies et peut-être une sorte de relocalisation de la vigne.
Tout d'abord, je voulais revenir. Donc, la vigne est une liane et on a de l'enracinement jusqu'à 50 mètres, quand un arbre en Europe peut aller jusqu'à 150 mètres à peu près. Donc, vous voyez, 50 mètres de profondeur, ça permet quand même d'aller chercher des nappes, des sources, et on n'est pas sur des racines superficielles, quand bien même ça reste une liane. Donc, c'est une plante qui est quand même assez adaptée finalement et qui a besoin d'un stress hydrique par ailleurs pour pouvoir faire un fruit de bonne qualité. Après, effectivement, aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas de vérité. C'est vraiment du cas par cas pour aller dans le sens de ce qu'on a déjà évoqué ensemble. On va devoir effectivement constituer des réserves foncières sur des terroirs et des territoires qui sont adaptés aux évolutions qu'on vient d'évoquer concernant le changement climatique. On va avoir également, on l'a dit, des coteaux qui vont être privilégiés, en particulier sur des expositions nord. Et donc, tout ça, ce travail de recensement de terroirs qui vont nous permettre de continuer de maintenir la production de vignes à des fins de maintien et de préservation de la filière, qui inclut aussi l'emploi derrière forcément. C'est un gros employeur pour nous en Occitanie. Donc effectivement, ce sont des choses dont on a conscience, mais pour lesquelles il faut que nos partenaires nous accompagnent, que ce soit les ODG, organismes de gestion des différentes appellations, les chambres d'agriculture, l'INRA également. C'est vraiment toute cette famille qui doit intervenir, chacun dans son rôle, pour permettre le maintien de nos filières. Puisque j'aime à le rappeler, mais la vigne en Occitanie, c'est plus de 2000 ans d'histoire. Et en 2000 ans d'histoire, on en a eu des changements. Donc l'adaptation est dans nos gènes. Donc, toujours pareil, vous avez rappelé avec insistance au cas par cas. Merci pour ce premier témoignage, Nicolas. Jean-Marc Touzard, donc directeur de recherche à l'INRA de Montpellier. Donc, on va évoquer maintenant la question des leviers d'action possibles pour l'adaptation. C'est ça qui intéresse bien évidemment les viticulteurs qui nous écoutent. Tout à l'heure, vous faisiez la promotion de votre dernier ouvrage, Vigne, vin et changement climatique. L'adaptation de la viticulture passera par la combinaison de différents leviers d'action. C'est ça le mot-clé, combinaison. Il n'y a pas une solution, il y en a plusieurs. Tout à fait. Juste pour compléter ce qu'a dit Nicolas avant, bien avoir en tête les différents impacts. Il y a à la fois les rendements, effectivement, mais il y a aussi des impacts forts sur la qualité, la concentration, les caractéristiques du raisin et du vin, plus d'alcool, des risques de perte d'acidité, et des conséquences sur les écosystèmes, les risques d'incendie, même le fonctionnement du sol qui peut se modifier avec le changement climatique, des conséquences. Voilà, il y a toute une série d'impacts auxquels il faut s'adapter. Et effectivement, nous, pendant 10 ans, à travers le projet La Cave que j'ai coordonné avec ma collègue Nathalie Hollade de Bordeaux, on a d'abord exploré domaine par domaine les leviers, avec des étudiants, des chercheurs. On a commencé évidemment par le domaine de l'encépagement, le choix de la variété, en essayant de voir s'il y avait des variétés plus tardives pour repousser la précocité, d'avance, la précocité des stades phénologiques, des variétés qui font éventuellement moins de sucre, plus d'acidité, et puis évidemment tolérantes à des températures plus élevées et à la sécheresse, et si possible aux maladies. Donc ça, c'est un peu un idéal type qui n'existe pas vraiment, mais ça donne des informations sur les traits qu'on va rechercher. Et là-dedans, pour les cépages, on voit bien qu'on a des tas d'options possibles. Les clones, des variétés dites oubliées, anciennes, autochtones, indigènes, qui sont intéressantes parce que parfois elles n'arrivaient pas à maturité justement avant et que maintenant, dans les conditions climatiques actuelles, elles peuvent arriver à maturité. Mais surtout des variétés venues d'autres régions, plus au sud. Pour le Languedoc, c'est par exemple de Grèce ou d'Italie, d'Espagne. Et puis aussi des variétés créées par INRAE, souvent avec l'IFV, notamment qui ont ces résistances. Donc ça, c'est le premier domaine sur lequel il y a la recherche qui travaille, mais aussi les viticulteurs eux-mêmes qui expérimentent énormément de choses. Ce qu'il faut dire, c'est que dans tous ces leviers, il faut aller très vite, parce que l'urgence, le changement climatique s'accélère. Et donc, l'enjeu, c'est de partager des connaissances levier par levier. Donc ça, c'est pour les cépages. Ensuite, on a un deuxième grand domaine d'adaptation pour les leviers, c'est tout ce qui concerne les pratiques culturelles au sens large. Et là, ça va depuis les conditions de plantation, la densité, gérer l'enracinement. Comme Nicolas vient de dire, c'est hyper important de gérer l'enracinement pour assurer la profondeur de cet enracinement, notamment. Après, les interventions, la gestion du sol, qui est fondamentale. Matière organique pour renforcer un peu la réservabilité du sol, le couvert pour limiter l'évapotranspiration, l'évaporation du sol, toute une série, la gestion d'enherbement lui-même, etc.
la gestion du sol, et puis des éléments liés à la taille, de formation, annuelle, etc., pour assurer un meilleur couvert d'ombrage, par exemple, sur les grappes. Et puis l'irrigation, qui rentre aussi dans ces... Alors, on pourrait faire tout un webinaire là-dessus, je n'ai pas le temps, mais on a essayé de travailler en montrant la possibilité qu'une irrigation responsable, de précision, voilà, il y a toute une série de conditions qui permettent son développement. Voilà, je ne vais pas rentrer dans toutes les conditions, mais y compris des conditions de justice spatiale, puisqu'on parle d'espace, c'est-à-dire que, puisqu'il y a beaucoup d'argent public qui est mis là-dedans, il faut considérer qu'il y a aussi autant d'argent public mis au moins sur la viticulture non irriguée, en sec, parce que voilà, tout le monde ne va pas pouvoir, si l'irrigation se développe, tout le monde ne pourra pas l'avoir. Donc voilà. Ensuite, à côté de toutes ces interventions liées aux pratiques viticoles, on a les innovations énologiques, où là, on est dans une autre logique. On va chercher à corriger les effets du changement climatique sur les caractéristiques du vin, désalcoolisation, ajustement de l'acidité, des contrôles des températures pour éviter des risques d'oxydation, notamment au moment de l'apport lui-même de raisins, etc. Mais tout ça, c'est des choses qui se font. Et il n'y a pas forcément de grande innovation énologique, mais il faut ajuster, tester, y compris avec les nouveaux cépages qui vont arriver, quelles sont les modalités intéressantes. Il y a des recherches qui sont faites sur des levures qui peuvent être un peu moins productrices d'alcool, etc. Bon, ça. Et puis, on a d'autres domaines, j'arrêterai là, mais d'autres domaines de leviers d'adaptation. Ce n'est pas que les cépages, les pratiques agronomiques et l'énologie, il y a aussi d'autres domaines d'adaptation, notamment se réorganiser l'espace, se réorganiser dans l'espace, réorganiser la plantation des vignobles en privilégiant des parcelles qui ont des expositions différentes, des sols plus profonds, voilà, en ajustant le couple cépage-terroir d'une nouvelle manière, en fonction de façon de réévaluer peut-être les potentialités de ces terroirs dans le contexte du changement climatique. Ça peut être monté en altitude, on l'a vu. Et puis enfin, les leviers de l'adaptation, on en reparlera après sans doute, c'est aussi des choix un peu plus politiques ou institutionnels, changer les cahiers des charges, développer le système d'assurance, développer des modalités de collaboration entre les partenaires, les professionnels et les partenaires techniques et scientifiques, voilà, voire aller jusqu'à impliquer les consommateurs. Et nous, on considère que communiquer, mieux connaître les consommateurs et mieux communiquer avec eux, y compris sur l'adaptation au changement climatique, ça fait partie des leviers d'adaptation. On va revenir donc sur ces points-là. Nicolas, vous vouliez rajouter un point? Oui, de la même façon, vis-à-vis du changement climatique, il y a énormément d'appellations. Alors, il n'y a pas de parti pris, c'est une piste parmi d'autres, mais on parle de mettre en place des réserves individuelles au sein des exploitations. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une très bonne année, on est en capacité de mettre en stock un volume qui pourrait être réintégré, tel que le font les champenois, par exemple. Donc on a ça. Après, effectivement, l'assurance climatique aussi est un élément clé, quand bien même le mode de calcul aujourd'hui avec une moyenne olympique n'est pas toujours favorable sur certaines appellations qui ont connu des années compliquées comme on a eu pour certains. Voilà. Il y a le stockage de l'eau. Ça, à un moment donné, il faut dire les choses. On parle d'irrigation, mais on ne peut pas irriguer si on n'a pas d'eau. Donc, pour avoir de l'eau, il faut stocker. On a des pluviométries qui sont équivalentes, voire, comme vous l'aviez évoqué, 10% de moins en somme sur une année. Mais on a des pluviométries qui sont beaucoup plus intenses en termes d'intensité. Donc, et plutôt plus axées sur la partie automnale, hivernale, où là, finalement, les plantes ont moins besoin d'eau, puisqu'elles sont en dormance. Donc, ces stockages de l'eau, on a aujourd'hui les connaissances pour les faire de façon optimale. Nous-mêmes, on est en capacité de conventionner pour faire du stockage à des fins de retenue, à l'échelle d'exploitation, de faire des choses tout à fait modérées et raisonnables, et corroborer avec une irrigation telle que on vient de l'évoquer également, Jean-Marc, avec la technologie qu'on a, on est en capacité d'alimenter la plante à la limite de son stress, donc de donner vraiment la dose nécessaire et suffisante. Donc là aussi, on a des leviers. Et quand on regarde sur certaines îles méditerranéennes, ils ont créé des cuvettes autour des pieds de vigne. Donc oui, il y a moins de vignes, des densités de plantation qui sont nettement moindres. Pourtant, la filière viticole existe encore parce qu'on a créé une cuvette naturelle autour de chaque pied, et dès lors qu'il y a un épisode pluvieux, c'est cette cuvette qui recense, qui récupère les eaux et qui permettent d'alimenter la plante.
Donc, on a déjà des pratiques qui existent dans d'autres départements. On n'est pas obligé systématiquement d'aller dans l'invention, mais juste de reprendre ce qui existe sur des paysages plus méditerranéens et de mettre en place. Après, je reviens sur les levures, les LSA. Oui, aujourd'hui, on a passé 20 ans au niveau oenologique à vouloir des levures qui avaient un rendement en sucre qui était optimum avec 16,8 grammes. Bon. Les levures indigènes ont des rendements qui sont moindres. Première piste. Seconde piste, on peut aussi très bien décider d'avoir des rendements en sucre pour transformer en alcool qui soient bien moindres. Mais à l'opposé de ce qu'on a fait depuis 20 ans quand on avait besoin de chercher du degré parce qu'on avait des raisins qui n'étaient pas mûrs. Donc effectivement, c'est toute cette somme, et tous les partenaires et tous les acteurs doivent intervenir, toute cette somme de choses qui vont nous permettre de nous adapter. Et l'homme, en Occitanie en particulier, a connu des variations, et l'histoire, par des crises ou des climats, des changements climatiques, fait qu'on a été systématiquement dans l'obligation de se remettre en question et de s'adapter. Merci Nicolas pour ces précisions. À vous écouter tous les deux, bon, j'ai le sentiment que beaucoup de chantiers sont ouverts, hein, innombrables, que les pistes de levier d'action sont identifiées aujourd'hui. La question que je me pose, c'est au regard de l'accélération du changement climatique et de ses effets, est-ce qu'on va avoir le temps à la fois de progresser dans la connaissance et dans l'identification des solutions les plus adaptées au regard de ce temps qui presse et qui passe avec cette accélération? Est-ce que c'est pas ça, finalement, la plus grande problématique à laquelle on est confronté aujourd'hui? Oui, parce que, comme Nicolas l'a dit à un moment donné, les viticulteurs, ils innovent, ils changent depuis 10 000 ans, je rajoute, parce que depuis la Géorgie ou le Caucase, mais avec des rythmes beaucoup plus lents. Et en se déplaçant progressivement, en sélectionnant des variétés, en testant des liens entre des localisations, des terroirs et des goûts. Là, ce qui change radicalement depuis les années 80, on s'en est rendu compte à partir des années 2000, hein, c'est l'accélération du changement climatique, d'une part, et aussi que cet enjeu, il se télescope avec d'autres enjeux majeurs de la filière, notamment l'enjeu maladie un peu moins, c'est toujours présent, mais surtout l'enjeu économique, d'évolution de la demande, etc. Donc, il y a une accélération du changement climatique qui se télescope avec d'autres enjeux. Et ça suppose, encore une fois, je le redis, de pouvoir mettre toutes les forces en collaboration, recherche, organisation, accompagnant les viticulteurs et viticulteurs ensemble, quoi. D'où l'intérêt, par exemple, du projet Vitiliance que j'ai élevé, de démonstrateurs territoriaux qui vont démarrer, qui viennent d'avoir un financement au CASDA, qui vont tester dans une vingtaine de vignobles, je crois, en France, des solutions. Parce que l'enjeu, c'est pas de tester des solution par solution. On en a besoin pour la connaissance. C'est aussi de tester des systèmes, des nouveaux systèmes, de comment on combine nouveaux cépages, nouvelles localisations, nouvelles techniques culturales, nouvelles manières de vinifier. Et parfois, c'est des choses qui peuvent être très innovantes. Parfois, c'est des choses qui existent effectivement déjà, qu'il suffit de bien analyser, bien suivre, quoi. Donc, oui, on doit maintenant produire des connaissances pour s'adapter dans l'urgence. Après, il y a des options qui permettent aussi de faire face. Par exemple, la diversification. Alors, diversification au sein même de la viticulture, plusieurs cépages, différents types de vins, différents types de localisation. C'est une option qui, on voit bien, selon les événements, selon les années, permet d'atténuer des risques. Mais ça peut être aussi, il faut le dire, diversification en dehors de la viticulture, y compris des services ou d'autres cultures. Et ça, les mesures d'arrachage qui sont enclenchées, alors, en réponse à une question économique, surtout de baisse de la demande, notamment sur les vins rouges, ces mesures, elles permettent, ça peut être aussi une opportunité dans des domaines de compléter une activité viticole avec d'autres activités agricoles ou voire de services. Donc, et ça, c'est une manière aussi de s'adapter au changement climatique en diversifiant ces activités face aux risques. Et si je vous entends bien, Jean-Marc Touzard, vous appelez de vos voeux finalement une vision plus partagée, plus systémique, plus stratégique, qui démarre chez le viticulteur jusqu'à la politique climat du secteur pour aller vers l'efficacité. Ça, nous, c'est ce qu'on a fait et qu'on continue à faire. Mais là, on a fait dans la cave, ce qu'on remet dans notre bouquin, c'est vraiment cette dimension collaborative. Elle se joue à toutes les échelles, à l'échelle d'une commune viticole, dans des événements qu'on peut organiser avec des viticulteurs, des non-viticulteurs, les élus, etc., pour voir comment
on s'adapte. Quelle solution? Parce que souvent, ça met en jeu du foncier qui n'est pas viticole, ça peut mettre en jeu des ressources, qu'il faut trouver des solutions de ça. Et puis ensuite, à l'échelle vraiment de bassin versant, on a travaillé avec des groupes de viticulteurs avec de la simulation pour essayer on a fait ça sur Banyuls, on a fait ça au nord de Béziers, etc., en Pogère-Saint-Chinian, par exemple, pour essayer de simuler les évolutions possibles et voir quels systèmes peuvent être mis en place, à la fois en zone plutôt plaine, souvent avec d'irrigation possible, ou en zone de coteaux, voire d'altitude. On a un peu ces 3 niveaux. Et puis, on a fait ça au niveau des appellations ou des ODG. On a travaillé avec l'appellation Languedoc, on travaille ensemble avec l'appellation Ventoux, Interloire, etc. Et puis, à l'échelle nationale, on a travaillé longtemps sur l'élaboration d'une prospective qu'on a mis en débat dans les régions viticoles. C'était au Mas de Saporta, ici, pour la région Occitanie, en 2017, de mémoire, 2018. Et qu'on a ensuite, à partir de cette mise en débat des scénarios, on a fait remonter des solutions, une série de propositions qu'on a retravaillé au niveau national avec un groupe politique, avec les grandes institutions viticoles, INAO, France Agrimaire, IFV, Chambre, etc. Et qui a permis quand même de produire des documents qui sont à la base du plan climat pour la filière vignes-vins, qui avait été remis au ministre, et qui maintenant servent de base pour organiser ces démonstrateurs territoriaux que j'évoquais. Donc, c'est vraiment, vraiment central. Mais je sais que les viticulteurs partout, dans chaque village ici en Occitanie, je vois des viticulteurs qui innovent, soit qui pour un cépage, soit qui sur des pratiques, sur le sol, etc. Il y a vraiment une richesse dans cette région de créativité liée à cette diversité qui fait face à des enjeux majeurs, notamment dans l'IPO et une partie de l'autre. Mais voilà, il y a ça aussi en face, qui est positif. Merci Jean-Marc Couzard pour toutes ces précisions. Troisième et dernière séquence de ce webinaire, le temps passe vite, dédié donc au changement climatique, à ses conséquences, pour aborder un enjeu peut-être moins immédiat, mais tout aussi important, lié donc à ce changement. Je veux parler des conséquences en matière d'aménagement du territoire. Nicolas Poulalec, donc directeur départemental de la SAFER dans le Tarn, référent viticulture de la SAFER Occitanie, en abordant donc les conséquences du réchauffement climatique, on évoquait en première partie de cet échange la perspective d'une relocalisation de la viticulture. Plus largement, donc, on vient de le faire, des leviers d'adaptation aux effets du changement à l'échelle des exploitations comme de la région dans son ensemble. Quels moyens la SAFER Occitanie mobilise-t-elle pour accompagner ce processus? Quand on a préparé ce webinaire, vous nous citiez en exemple la création d'une bourse forestière qui pourrait être sur le foncier, forestier évidemment, qui pourrait être transposée sur le plan viticole. Exactement. Il existe, en lien avec la région et le CRPF, et donc la SAFER, on a créé un outil qui s'appelle la bourse foncière forestière sur la région Occitanie, qui permet de faire de l'échange de parcelles ou des cessions en vue de faire de l'aménagement. Parce que la stratégie, c'est de dire on a des opérateurs qui ont besoin de se restructurer pour une optimisation de coûts, qui ont des besoins de développement pour répondre à des marchés. Et donc, l'idée, c'est d'avoir en amont l'information, la recenser, pour ensuite permettre de la mettre à disposition, ça c'est notre quotidien, afin qu'on puisse optimiser et maintenir les filières, donc les exploitations en vue de défendre notre filière. Donc, effectivement, Dominique Granier et Frédéric André, mon directeur, réfléchissent à la mise en place d'un outil qui permettrait de faire une bourse foncière viticole pour favoriser et anticiper donc des échanges de parcelles, puisque on l'a vu, il y a de l'arrachage, mais il faut d'abord anticiper, connaître les besoins, ensuite favoriser une restructuration quand bien même il y a de l'arrachage. Donc, c'est un chantier ouvert également. On avait évoqué également, s'agissant d'accompagner la création, la réalisation d'ouvrages de stockage de l'eau, de tout le travail que vous faites en amont pour créer des réserves foncières. C'est quelque chose qui se développe dans l'ensemble du territoire d'Occitanie avec les parties prenantes du territoire. Exactement, la SAFER est l'opérateur du foncier et on est l'aménageur du territoire. Et à ce titre, on a la capacité par de la surveillance, dans un premier temps, voire des études de faisabilité, on a aussi cette compétence-là, de proposer par conventionnement à du stockage sur des zones identifiées, pour des organismes tels des syndicats des eaux, par exemple, qui nous permettraient ensuite de réaliser des ouvrages d'art, à définir avec les politiques ce qu'ils sont en capacité de faire, mais on peut les accompagner donc sur tout ce volet-là. Il y a aussi une question du sanitaire.
je veux venir dessus parce que c'est quelque chose qui me parle. Le changement climatique engendre, au même titre que la déconsommation de vin au niveau mondial, et en particulier en France et en Europe, des vignes qui sont abandonnées. Alors, quand bien même on met des mesures d'arrachage, on arrachera toujours, d'une part, et par ailleurs, quid du devenir du matériel végétal des exploitants qui restent. Bon, il y a un moment donné, il faudra les aider. Donc, à ce titre, vous voyez, on parle de rapprochement des organismes. La SAFER Occitanie a conventionné avec la Fredon, qui est l'opérateur pour le coup, qui sécurise la santé des végétaux. Et donc, sur toutes nos transactions, la SAFER donne en prestation à la Fredon, en sa qualité d'expert, donc l'expertise des vignes que nous cédons, afin que les gens qui s'installent avec nous aient une sécurité vis-à-vis de l'état sanitaire du végétal. Voilà, l'idée est là aussi. Et vous voyez, c'est un travail de longue haleine pour arriver à ce que chacun fasse sa part à des fins de maintenir et de préserver nos filières. Pour faire le lien avec l'enjeu de renouvellement des générations, parce que c'est un autre des grands sujets traités par la SAFER, en quoi les décisions d'attribution du foncier par la SAFER Occitanie sur cet enjeu de renouvellement de génération, et pour faire le lien avec tout ce qu'on vient d'évoquer, et notamment pour les problématiques de relocalisation, d'arrachage, en quoi ces décisions d'attribution pourraient être impactées, modulées, et là encore, quelles sont les propositions d'accompagnement que la SAFER peut faire auprès des acteurs du territoire dans l'élaboration de leur politique en la matière? Alors, je vais essayer de faire simple, mais nos motivations d'attribution sont souvent liées, évidemment, au schéma des structures d'exploitation agricole qui est défini par le préfet de région. Bon, la SAFER est en capacité de déroger, et en particulier parce qu'on a ce qu'on appelle un PPS, c'est le plan pluriannuel des activités de la SAFER qui a une durée de 6 ans, dans lequel on a bien incorporé le maintien et la défense des filières, et en particulier des plantations pérennes. Donc, il est évident que lorsque vous avez une plantation pérenne qui est en place, qui est en bon état, avec un potentiel de développement parce qu'elle a 15-20 ans, que si on a un candidat qui souhaite continuer l'activité et donc maintenir le végétal, eh bien, il faut raisonner d'un point de vue un peu plus favorable peut-être par rapport à quelqu'un qui pense plutôt arracher pour en faire une autre production. La SAFER est là aussi pour préserver les filières et sur des plantations pérennes. Une plantation, c'est 3 ans de travail minimum puisqu'on va récolter à partir de la 4e feuille et la vigne va produire jusqu'à 50-60 ans. Donc, il faut raisonner par rapport à l'âge, à la qualité de la plantation, donc ça rejoint ce qu'on disait en préambule d'ailleurs, pour ensuite préserver et maintenir et les surfaces et donc les filières. Merci Nicolas pour ces dernières précisions. Jean-Marc Touzard, je reviens vers vous parce que vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure et je voudrais qu'on y revienne un temps soit peu parce que bon, au-delà des leviers d'action qui ont déjà été évoqués pour permettre cette adaptation au changement climatique, est-ce que s'agissant d'agir auprès du consommateur, parce que tout ça, il y a une véritable presque dire révolution qui est en cours et qui risque dérouter le consommateur. Parce qu'on parle de changement de typicité des vins, de nouveaux terroirs, etc. Tout ça donc va bouger pas mal. Comment est-ce qu'on peut embarquer, j'ai envie de dire, positivement le consommateur pour ne pas le dérouter et le perdre peut-être même d'ailleurs? C'est vraiment un élément très important ce que vous dites. Il y a 2 aspects. Le premier aspect, je vais aller rapidement dessus, mais c'est quand même important, c'est les viticulteurs, les acteurs de la filière doivent d'abord aussi essayer de mieux connaître la manière dont les consommateurs ou citoyens vont réagir face à l'évolution des caractéristiques des vins liées au changement climatique. Donc on sait qu'on va vers des vins avec plus d'alcool, des goûts plus sur les rouges plus confiturés, des risques de perte d'acidité. On a fait des économies expérimentales pour voir, sur Bordeaux plutôt, et on s'est rendu compte que les vins du changement climatique, là c'était sur des merlots, qu'on a pu sélectionner sur des zones particulières où il y a sur maturité, etc., des choses comme ça. Les consommateurs sont pas tous, c'est des vins de qualité, mais c'est un certain type de qualité, de segment qui ne correspond pas au segment dominant ni en croissance, on va dire. Et donc ça, c'est la première chose, c'est mieux connaître comment les consommateurs réagissent face aux impacts du vin sur le changement climatique. Et la deuxième chose que vous évoquez, c'est qui est un peu nouvelle, c'est si embarquer les consommateurs dans cette histoire, parce que le vin, c'est une filière où la valeur économique, elle est créée par les récits
par les valeurs qu'on attribue au produit. C'est un bien de désir, un bien de plaisir. Et donc, du coup, si on raconte les histoires, pourquoi on s'adapte, pourquoi on a changé de cépage, pourquoi on a recours à des solutions agroécologiques qui permettent un meilleur enracinement, une meilleure résilience de la plante, on raconte des histoires qui continuent à faire désirer le vin. Et donc, c'est hyper important. Et dans ces histoires, moi, je défends aussi cette position, les viticulteurs sont aussi en bonne place pour revendiquer l'atténuation. C'est-à-dire qu'eux aussi, ils contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de leur exploitation. Alors, dans l'agriculture, ce n'est pas une des productions où il y a le plus d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la production, puisqu'il n'y a pas d'énormes tracteurs, il n'y a pas beaucoup d'intrants azotés de synthèse, etc. Par contre, c'est au niveau de la logistique où il y a des efforts à faire, avec les bouteilles, avec les transports. Et là, on voit qu'il y a des interprofessions. J'ai en tête Champagne, Bordeaux, Cognac, et aussi des grandes entreprises. Je pense à Foncalieu qui bossent, par exemple, qui ont pris en compte ces aspects-là. Et donc, à la fois, qui vont réduire les émissions de gaz à effet de serre, et donc communiquer aussi dessus, auprès du consommateur, mais aussi aller plus que la réduction, capturer. C'est-à-dire, et là, ça renvoie à l'affaire. C'est-à-dire qu'on peut aussi mettre en place des mesures, y compris avec de la replantation d'arbres dans les parcelles, à côté des parcelles, mais à l'échelle d'un terroir viticole, et donc mettre en place des mesures de compensation, de capture du carbone, les sols qu'on évoquait dans les vignobles, sont des mesures de capture du carbone qu'on peut mettre en avant auprès du consommateur. Et moi, je suis même prêt à parier que certains consommateurs qui vont faire du tourisme viticole, qui vont quand même utiliser une voiture, qui vont dépenser, voilà, sont prêts à payer une petite surtaxe, 1 000 € ou 1 euro, parce qu'ils vont financer, en même temps qu'ils achètent une bouteille, des projets dans le terroir qu'ils ont visité qui permettent de fixer du carbone, de capturer du carbone dans les sols ou via les arbres. Donc, si je vous ai bien compris, au-delà d'une contribution à l'intérêt général, il y a aussi de la création de valeur en s'engageant dans l'adaptation et surtout derrière l'atténuation. Je fais l'hypothèse que les consommateurs, de plus en plus, et confrontés aussi au changement climatique, vont croire dans la nécessité de favoriser l'atténuation, de réduire les émissions, et donc vont valoriser les acteurs économiques qui s'engagent là-dedans. Nicolas, vous voulez rajouter? Merci Jean-Marc. Vous vouliez rajouter un mot? Oui, de la même façon, SAFER, opérateur du foncier, aménagement du territoire. Bon, ça, c'est OK. Juste pour vous dire, on vient de développer un outil qui s'appelle EasyFriche, qui est vraiment l'outil de recensement de toutes les friches agricoles. On parle bien de friches agricoles et uniquement d'agricole. Mais cet outil peut aussi nous permettre d'identifier des territoires et des terroirs en vue de déplacer ou de restructurer sur la filière viticulture, sur des terrains qu'on avait délaissés et qui ont une valeur agronomique aujourd'hui moindre, qui correspond à une production viticole potentielle et qui nous permettrait donc de redévelopper et de maintenir de l'activité parce que en termes d'emploi en Occitanie, la filière viticole est considérable. C'est 250 000 emplois, il me semble. Donc il y a un enjeu social qui est lié au changement climatique et à la déconsommation. Et après, pour rebondir sur ce qui a été dit, bien sûr que la SAFER, en tant qu'opérateur foncier, considère qu'on est en train de mettre en place les choses sur le carbone et le stockage, mais on ne pourra pas le faire. Aujourd'hui, on y travaille avec nos partenaires. Merci Nicolas. Nous arrivons presque au terme donc, de ce webinaire. Quelques minutes encore pour prendre quelques questions. Jean-Marc Touzard, évidemment, je me doutais que la question arriverait. Quel cépage à conseiller? Alors, j'ai entendu aussi que tout se jouerait à l'échelle des terroirs et des micro-territoires, voire même des exploitations en fonction de leur propre contexte. Est-ce qu'il est possible, malgré tout, de conseiller certains cépages? C'est vraiment, je vais dire, c'est pas aux chercheurs de conseiller. Aux chercheurs, c'est avec les instituts techniques, c'est de fournir le maximum d'informations sur les caractéristiques, les potentialités des différents cépages, la manière de les valoriser, etc. Après, on voit bien, je vous ai dit, il faut jouer sur à la fois une diversification, ok, et puis aller quand même vers des cépages tardifs, le plus tardif possible. Alors, voilà, on en connaît, le Mourvèdre est plus tardif que le Merlot, par exemple, pour reprendre. Mais aussi venu d'autres régions. Des cépages, encore une fois, plus tolérants à la sécheresse ou aux températures. Par exemple, c'est pour ça qu'on a introduit dans le cahier des charges
de l'appellation Languedoc à titre d'adaptation au changement climatique de cépages grecs, la Georgetico et la Certico, hein, qui sont pour voir. Mais il y a d'autres cépages du même type qui pourraient être intéressants. Et puis aussi des enjeux par rapport aux caractéristiques même du raisin, de peut-être production limitée en sucre. Et là, dans les variétés, et puis la question de la résistance aux maladies, hein, qui peuvent être couplées. Et là, on a des choses qui sont intéressantes dans les variétés résistantes. Moi, je crois vraiment qu'on est face à un nouveau cycle de restructuration du vignoble languedocien, hein, et où tout se joue face à la manière de répondre aux deux enjeux, résistance aux maladies, adaptation au changement climatique et adaptation à l'évolution de la demande. Il y a 3 enjeux. Et sur l'adaptation à la demande, on voit bien qu'il faut raisonner terroir par terroir, type de vin par type de terrain, type de vin par type de vin. Là, les IGP viennent d'autoriser la possibilité de désalcooliser jusqu'à, je crois, 8,5 degrés. On voit bien qu'il y a un segment intéressant, pas pour forcément des grands vins, évidemment, de terroir, mais des vins qui vont être sur le même registre de consommation qu'une partie des bières, sur lesquelles il y a une augmentation de la consommation, avec une diversité de profils, plutôt ciblés sur les jeunes, etc. Donc, on voit qu'il y a, encore une fois, je ne vais pas donner de solution, mais il y a des cépages qui peuvent correspondre davantage à chaque type de segment de marché, chaque type de terroir, et qu'il va falloir jongler un peu là-dessus. Voilà, mais c'est des banalités que je vous réponds parce que c'est. Non, c'est pas des banalités, ça dit les choses. On va rester sur le mot-clé diversification, parce qu'on a une question d'un de nos éditeurs qui nous demande, Thibaut, qui nous demande que pensez-vous de l'agrivoltaïsme dans les vignes? Je pense plein de choses. J'ai un collègue qui travaille beaucoup dessus, Christian Duprat, dans mon labo même. Comment dire, il faut distinguer le vrai, d'abord, agrivoltaïsme de projets spéculatifs, je pense, qui ne sont pas forcément portés par des agriculteurs ou dans lesquels les agriculteurs peuvent être simplement des cautions. Pour les vrais projets agrivoltaïsme, il y a toute une réflexion à avoir sur le taux de couverture. Voilà, nous, on était plutôt sur des taux de couverture de type 20%, je crois que c'est 40% qu'autorisé. Voilà, ça se dit, moi je suis. Voilà, donc sur les conditions, quelle surface, quel type de culture. Moi, je vois ça plutôt comme à raisonner aussi en implantation, pas n'importe où, etc. Enfin, c'est clair que pour des enjeux paysagers, on ne va pas mettre en plein milieu du Pic Saint-Loup sur une zone carte postale du photovoltaïque. Enfin, c'est mon point de vue. Hein, c'est pas moi de décider, c'est aux viticulteurs de choisir. Mais donc, il faut raisonner l'implantation. Et puis, par contre, moi, je vois bien ça comme un appoint. C'est-à-dire, ça peut être une ressource complémentaire dans le cadre justement d'une diversification. Mais encore une fois, c'est. Pragmatisme. Merci Jean-Marc. Nicolas, tout à l'heure, vous avez évoqué les cuvettes, vous savez, donc pour sinon retenir l'eau, tout au moins l'orienter vers les pieds de vigne. Bénédicte nous demande, peut-on avoir des informations sur les méthodes des cuvettes naturelles, sources, bibliographie? Est-ce qu'il y a… Oula, je vais l'aider, mais non, il faut s'en référer aux îles portugaises et italiennes, voire crétoises, il me semble également. Mais c'est vrai ce sont des pratiques qui existent, que j'ai déjà vues une fois d'ailleurs. Mais on le voit aussi sur l'implantation du Sahara pour lutter contre le fait que le désert s'étende. Et donc, la stratégie, c'est de planter des arbres et de faire des cuvettes naturelles autour qui permettent donc de fixer la végétation, d'apporter un taux d'humidité et donc de limiter le développement. Et on voit que ce sont des pratiques qui marchent. Alors, peut-être que Jean-Marc connaît mieux la biographie. Là, vous faites référence au système sur Santorin, par exemple. Hein, c'est justement. Où on a des petites cuvettes au pied de chaque pied. Là, on est dans des situations extrêmes. Hein. Donc, pourquoi pas tester ça en Occident? On n'en est pas encore rendu là, de mon point de vue. Hein. Pourquoi pas, hein, dans certains coins des Corbières ou des PO, où on voit que… Mais bon, on n'en est pas encore rendu là. Mais par contre, ce que vous dites, c'est qu'il y a toute une série d'aménagements fonciers, de la micro-cuvette que vous évoquez, jusqu'à la manière d'organiser en amont d'un bassin versant des cuvettes qui vont retenir l'eau, soit ou même dans le sol. Ce n'est pas forcément des cuvettes avec des bassines, enfin, ou des retenues collinaires bâchées, etc., qui peuvent être raisonnées ponctuellement, etc. Voilà, mais il y a toute une réflexion sur l'ensemble de l'aménagement d'un terroir, d'un bassin versant, en fonction de la circularité de l'eau. On inclut, nous, beaucoup dans nos travaux aussi la reuse,
On a toute la réflexion globale sur la question de l'eau qui peut, moi je dis souvent en dernier recours, inclure des micro-bassines ou des micro-réservoirs pour permettre, et qui peuvent être gérés à 2-3 viticulteurs pour assurer, en cas de coup dur, une irrigation de complément. Pourquoi pas? Mais tout ça, ça doit être pensé, je pense, à chaque fois. Voilà. L'histoire montre les grands projets, je ne veux pas me prononcer, il y a des enjeux politiques, mais ils ont quand même souvent des difficultés à perdurer. Je ne sais pas. Merci. Merci Jean-Marc Touzard, merci Nicolas Pouladec. On arrive au terme de ce webinaire, il est 14h15 précisément. Je rappelle, Jean-Marc Touzard, votre dernier ouvrage, donc Vigne, vin et changement climatique. C'est disponible sur le site de l'INRAE gratuitement. Électronique et ça vaut 40 € chez les libraires. Merci merci à tous les deux pour votre contribution. Merci à tous pour votre forte participation. Vous pouvez retrouver dès demain donc, le replay de ce webinaire sur la chaîne YouTube de la SAFER Occitanie. Restez en ligne si vous avez quelques secondes pour essayer donc de répondre au questionnaire de satisfaction qu'on vous propose dans une démarche d'amélioration continue. Pour le prochain Parlons Foncier, le direct, je vous donne rendez-vous donc le mois prochain, au mois de mai. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le 15 octobre prochain pour l'événement qui est organisé par la SAFER Occitanie, qui est intitulé Partageons la Terre, un événement qui réunira donc à Toulouse plusieurs centaines d'entrepreneurs du monde agricole et des jeunes qui se destinent à l'agriculture, à la fois pour les sensibiliser sur l'importance de l'attribution du foncier agricole, cette ressource vitale, faut-il le rappeler, pour notre souveraineté alimentaire, et puis aussi pour la préservation de notre territoire, et leur faire découvrir précisément ce qu'est la démocratie foncière telle qu'elle se vit au quotidien dans les comités techniques départementaux de la SAFER Occitanie. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Merci encore d'avoir suivi ce webinaire. Bonne journée.